garantir que, eh bien oui, ok, vous avez bien envoyé 20 €, maintenant vous les avez plus. Et donc la blockchain va résoudre ce problème-là. Comment? Eh bien, en faisant une base de données de toutes les transactions qui ont été exécutées dans une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, pour l'instant, on se limite à Bitcoin, il y en a plein d'autres. Bitcoin est donc une crypto-monnaie. Donc, pour Bitcoin, la blockchain de Bitcoin, donc la base de données de Bitcoin, eh bien, c'est tout simplement toutes les transactions de Bitcoin depuis que minuit. Toutes. Et donc, évidemment, vous avez compris que si ça répertorie toutes les transactions, ça ne fait qu'augmenter. On n'a pas le droit d'effacer une transaction, on ne peut pas revenir sur une transaction. Donc ça, c'est une autre caractéristique, ça augmente constamment. Ça amène des problèmes, on le verra plus tard. Une caractéristique principale et singulière de la blockchain, c'est que ce n'est pas centralisé, c'est partagé. Ce qui fait que cette base de données de toutes les transactions de Bitcoin, eh bien tout le monde l'a. Donc même si A envoie de l'argent à B, eh bien moi j'ai la transaction sur mon ordinateur, si je participe au réseau Bitcoin. Alors bien sûr, on verra peut-être tout à l'heure que je ne sais pas que A envoie à B, je vois que quelqu'un envoie quelque chose à quelqu'un d'autre. Tout ça c'est crypté, tout ça c'est pseudonymisé, donc je ne sais pas. Mais je stocke quand même toutes les transactions. Et on arrive à quoi? Une structure de données inaltérable. Pourquoi? Parce que si vous voulez changer la moindre chose, il faut le changer chez tout le monde. Et donc là, ça devient compliqué. Et horodaté, c'est un des principes de Bitcoin, justement, c'est de permettre un archivage séquentiel. Toutes les 10 minutes sur Bitcoin, vous avez un nouveau bloc de transactions qui est libre. Et donc vous arrivez à quelque chose de très très simplifié et schématique, comme ça, un bloc, des transactions, on le valide, on passe au bloc suivant. Donc, pour simplifier, un bloc, je le rajoute à la chaîne, donc bloc 48, ça pourrait être n'importe quel bloc, et ensuite, ce bloc, il est diffusé sur tout le réseau. Et une fois qu'il est sur tout le réseau, eh bien, impossible de le modifier. Tous les blocs ont la même taille? Tous les blocs ont une taille maximale, qui est un méga, mais ils ne sont pas nécessairement remplis. Si par exemple, il manque des transactions dans le réseau, je ne vais pas attendre que le bloc soit rempli, je vais juste le valider sans qu'il soit... Ah, on est... Qu'est-ce qui crée la validation du bloc? On y arrive. C'est tout prévu, c'est dans l'enchaînement. Alors, j'ai volontairement simplifié parce que ce qui crée la validation du bloc, c'est l'étape 3. Maintenant, je pourrais passer 1 heure sur l'étape 3, parce que c'est là qu'il y a de la cryptographie, c'est là qu'il y a de la validation asymétrique avec des clés publiques, privées, etc. Mais je ne vais pas passer 1 heure dessus. Donc, mais je vais vous expliquer quand même comment ça marche. Comment ça se passe une transaction en Bitcoin? Premièrement, il faut émettre la volonté de faire une transaction, donc définir un émetteur, un destinataire, une valeur, etc. etc. Ensuite, je le diffuse sur le réseau. Je dis au réseau, voilà, je voudrais faire une transaction. Tous les nœuds, tous les ordinateurs du réseau prennent la transaction. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller remonter dans tout l'historique, puisqu'ils ont tout l'historique des transactions. Ils vont remonter dans tout l'historique, vérifier que l'argent que je dis avoir n'a pas déjà été dépensé. Une fois que c'est fait, c'est ajouté dans une liste de transactions non valides. Et c'est en attente de validation. Qu'est-ce qui se passe? Chaque personne, il va y avoir des personnes dans le réseau qui vont décider de mettre à disposition du réseau leur puissance de calcul pour le sécuriser. Et on arrive à l'étape 3. En fait, ils vont regrouper plein de transactions dans un bloc, jusqu'à 1 méga. Et une fois qu'ils ont ces transactions-là, on va leur soumettre, là je vais simplifier beaucoup, mais c'est pour votre bien. Globalement, on va leur dire f de A égale B, je vous donne B, trouvez-moi A. Sauf que l'intérêt de la fonction f qu'on leur donne, c'est qu'elle n'a aucun sens. J'entends par là qu'elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire f de 1, A c'est inférieur, f de 50 c'est supérieur, bon c'est entre les deux. Non, vous faites f de 1, ça vous donne 36 000, vous faites f de 2, ça vous donne moins 24. F de 3, ça vous donne encore complètement autre chose. Et donc la seule solution que les gens qui valident le réseau, enfin qui valident les transactions ont pour sécuriser le réseau, ou en tout cas trouver la solution de ce problème-là, c'est d'itérer. F de 1, F de 2, F de 3, F de 4, F de 5, F de 6, etc. jusqu'à trouver la bonne solution. Et quand ils ont fait ça, ils ont le droit, ils gagnent le droit de valider leur bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont dire au réseau, j'ai trouvé la solution, c'est mon bloc qu'on valide. Donc tout le réseau va effectivement vérifier, parce qu'une fois qu'on donne A, c'est très facile de vérifier que F2 égale B, parce que ça marche. Et donc ils vont vérifier, et bon, d'accord, et bien on accepte, et ça devient la nouvelle vérité pour 10 minutes. Puisque 10 minutes plus tard, il y a un nouveau bloc. D'accord? Donc très simplifié, mais globalement ça marche comme ça. Et ce que ça permet évidemment, c'est de répartir le consensus sur des milliers de nœuds. Et de faire qu'à chaque bloc, on ait un nouveau nœud qui trouve la solution et qui valide des blocs. Donc ça empêche en quelque sorte la corruption et ça également élimine tous les intermédiaires. Donc plus besoin de banque pour valider votre transaction. C'est un peu le but de Bitcoin au départ. Donc ça marche comme ça. Et une fois, donc on arrive au 4, une fois que le bloc est validé, diffusé sur tout le réseau, tout le monde l'accepte et on passe à la suite. J'ai une question, ce que vous appelez nœud là, les mineurs, c'est la même chose? Non, alors.
Non, nœud, pour simplifier, ça va être ordinateur connecté au réseau. Maintenant, un nœud, ça peut être un IoT, ça peut être n'importe quoi, tant que ça a de quoi stocker la blockchain. Les mineurs, ce sont des gens qui vont volontairement, ce sont des nœuds, mais ce sont des nœuds qui, en plus, volontairement, vont se mettre à résoudre les calculs. Moi, je peux être un nœud juste en téléchargeant la blockchain. Voilà, elle est sur mon ordinateur. Et je participe au consensus, parce que ça veut dire que si quelqu'un veut hacker la blockchain, il faut qu'il le change aussi sur mon ordinateur. Maintenant, je ne vais pas non plus avoir envie de valider des blocs. Je n'ai pas envie de gaspiller l'électricité, par exemple. Donc, je ne vais pas être mineur. Par contre, il y en a qui, effectivement, disent « je veux être mineur ». Et pourquoi ils font ça? Je pense qu'on n'y arrive pas après, mais je vais l'expliquer tout de suite, parce que, évidemment, vous allez me dire bah, pourquoi tout le monde va dépenser de l'électricité, ça ne sert à rien. Si, parce que si vous gagnez cette compétition, le réseau va créer de l'argent pour vous. Et donc c'est là le seul mécanisme de création monétaire. Toutes les 10 minutes, 12,5 nouveaux bitcoins qui vont à la personne qui a trouvé la solution. Donc on se rappelle, un bitcoin 700 $, 12,5 bitcoins, ça fait pas mal d'argent. Et il y a 6 mois, c'était 25 bitcoins. C'est un algorithme qui divise par 2 la récompense tous les 4 ans. Donc on arrive, et une fois que tout le monde est d'accord sur le fait que le bloc est validé, et ben B a reçu la transaction parce que tout le monde est d'accord sur le fait que B a reçu la transaction. J'arrive sur un petit distinguo à faire qui est assez récent, un peu moins d'1 an, entre blockchain public et privé. Blockchain public, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est Bitcoin, il y en a d'autres, Ethereum, etc. Mais globalement, c'est le concept que tout le monde peut voir tout ce qui se passe. C'est une blockchain ouverte. Si moi je veux rejoindre Bitcoin aujourd'hui, je peux. Je peux télécharger un logiciel, je peux devenir mineur, je peux faire des transactions en Bitcoin, etc., etc. Donc tout le monde peut voir, tout le monde peut valider, c'est-à-dire tout le monde peut décider de devenir mineur, tout le monde peut décider de valider des transactions. Et l'intérêt d'un tel réseau, à l'inverse de ce qu'on peut entendre très souvent, c'est pas d'être un système de paiement, bien que ça le soit in fine, c'est de créer de la confiance. Le but de Bitcoin in fine, si vous vous rappelez le contexte dont je vous ai parlé, c'est un contexte de méfiance. Je veux pouvoir faire des transactions sans avoir à faire confiance à la personne à laquelle je parle, sans avoir à faire confiance à un intermédiaire. Donc l'intérêt de Bitcoin, ça va être de créer de la confiance. Et on va voir tout à l'heure que ça peut servir de la monnaie, ça peut servir à autre chose. A l'inverse, des blockchains privées, c'est un concept beaucoup plus récent, mais qui intéresse un peu plus les entreprises parce que c'est beaucoup plus malléable. C'est une blockchain un peu plus, on va dire moins disruptive, en quelque sorte. Parce que finalement, vous retombez un petit peu sur des concepts de base de données traditionnels. Donc, vous restreignez les accès au registre, vous définissez des droits, vous définissez qui a le droit de valider ou pas les transactions. Et l'intérêt d'une telle blockchain, c'est un petit peu d'enlever la confiance, parce que vous n'allez plus faire confiance en un seul acteur, mais en une multitude, donc vous diluez votre risque en quelque sorte. Mais l'intérêt, ce n'est pas la confiance, c'est le volume et la personnalisation. Quand vous faites une blockchain privée, vous définissez les règles, vous définissez le protocole, etc. etc. Donc vous n'êtes pas nécessaire, par exemple, sur Bitcoin, un bloc toutes les 10 minutes. Sur votre blockchain privée, vous pouvez avoir envie que ce soit toutes les 5 secondes. C'est à vous de décider. On va rapidement voir, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est des questions, certains l'ont fait, c'était très bien. Après la première validation, une fois que le premier mineur a trouvé la bonne formule, qu'est-ce qui se passe? Les autres mineurs qui travaillent, ils ne travaillent plus? Ils abandonnent leur calcul, ils passent à la suite. D'accord. Et pour autant, ils valident quand même la blockchain? Ils valident le bloc que, en fait, si on revient ici, à un état T, de temps T, on est au bloc 47, c'est-à-dire une étape que tout le monde, sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce nombre de transactions-là est valide. Le moment charnière, c'est au moment de l'ajout d'un nouveau bloc. Et ce moment de l'ajout d'un nouveau bloc, le problème dans un réseau décentralisé, c'est que si vous dites à tout le monde, vous pouvez valider ce que vous voulez, tout le monde se met à valider n'importe quoi et on ne sait plus quelle est la vérité. Donc la parade qu'a trouvé Bitcoin pour ça, c'est de dire justement, on va faire un archivage séquentiel, donc toutes les 10 minutes, et toutes les 10 minutes, on va désigner quelqu'un qui aura le droit de valider son bloc. Et ce quelqu'un, il n'est pas désigné juste par tiens, je t'aime bien voir, il est désigné par ce qu'on appelle la preuve de travail. La preuve de travail, c'est ce qui se passe ici, proof of work. Et la preuve de travail, c'est quoi? C'est de résoudre le problème dont je vous ai parlé. Et donc, si normalement, et à peu près toujours, quelqu'un trouve la solution avant les autres, lorsqu'il trouve cette solution, il informe le réseau. Il dit moi j'ai trouvé la solution. Et il met un timestamp pour dire je l'ai trouvé avant vous. Et si moi je suis un nœud et que je reçois, même si j'étais encore en train de travailler sur la solution, si je reçois l'information que quelqu'un a trouvé la solution, comme je vous ai dit, j'ai juste à tester F2A, ah oui ça donne B, bon j'abandonne mon calcul, je passe à la suite. Et on passe au bloc d'après. Et donc ça nous permet d'être en permanence sur un état de consensus. La notion de consensus est très importante dans la blockchain. Donc c'est à un temps T, tout le monde est d'accord sur quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir les deux extrêmes, c'est-à-dire le fait qu'un bloc ne soit jamais résolu,
ou au contraire, quelqu'un qui aura un super calculateur et qui va pouvoir valider tous les blocs? Oui. Alors, que le problème ne soit jamais résolu, c'est pas très probable. C'est-à-dire que, en fait, bon, je ne vous ai pas mis le graphique parce que ça aurait été un peu trop rentré dans la technique, mais le réseau a un algorithme qui lui permet d'ajuster la difficulté du calcul selon la puissance disponible. Ce qui fait que si tout le monde décide du jour au lendemain d'arrêter de miner parce que j'ai aucune chance de gagner, bah, la puissance du calcul de réseau est extrêmement réduite. Donc si on gardait la même difficulté, bah, il faudrait 20, 30 et peut-être éternellement chercher parce que pas assez de puissance de calcul. Sauf que le réseau l'ajuste toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, le réseau dit ah, il y a moins de puissance de calcul, donc je vais baisser la difficulté. Et en moyenne, vous êtes autour de 10 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, ça peut être en 9 minutes 30 que vous trouvez un bloc, ça peut être en 10 minutes 30, mais en moyenne 10 minutes. Et l'autre problème, c'est effectivement un problème, parce que effectivement, si moi je me dis, bah voilà, je vais juste accumuler la puissance de calcul et puis comme ça je valide tous les blocs. C'était un problème, c'est toujours un problème, parce qu'évidemment, aujourd'hui, au départ, le Bitcoin est pensé pour être décentralisé, c'est-à-dire il est pensé pour que moi je connecte ma carte graphique, mon processeur pour voilà, miner et avoir une chance de gagner. Aujourd'hui, c'est tellement intéressant qu'il y a des gens qui en ont fait des sociétés, évidemment, donc qui ont mis des systèmes de serveurs qui font ça toute la journée. Ce sont d'ailleurs les seules startups Bitcoin qui sont rentables aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que c'est déjà arrivé en fait qu'un seul acteur ait plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh ben, il ferme ses serveurs. Pourquoi? Parce que si je passe au-dessus de 51% de la puissance de calcul du réseau, qu'est-ce que ça veut dire pour le réseau? Ça veut dire qu'il n'est plus aussi sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire pour le cours du Bitcoin? Il se crache complètement. Les mineurs sont rémunérés en Bitcoin. Donc j'ai pas intérêt. Il y a une autorégulation qui est inscrite dans le système de fonctionnement. Bah, il y a en fait, l'autorégulation, on va dire que c'est dans la preuve de travail, dans le fait qu'il faille résoudre le calcul, mais l'autorégulation, elle est surtout par intérêt. C'est-à-dire, moi, mineur, j'ai pas intérêt à prendre le contrôle du réseau parce que sinon j'ai 10 000 bitcoins mais ils valent rien. Donc, je peux rien en faire. Mais c'est un problème qui se pose parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une concentration des mineurs et on le verra tout à l'heure dans les défis. Excusez-moi, oui. quelqu'un qui chapeaute tout ça? Non, personne. Je veux dire, c'est complètement décentralisé, il n'y a pas d'instance comme ça qui... Non, il n'y a pas d'instance, c'est le principe de Bitcoin. Donc il n'y a personne pour décider, tiens, on va aller dans cette direction-là. Maintenant, si on creuse un peu, il n'y a pas d'instance officielle, etc. Maintenant, le code de Bitcoin, il n'y a pas grand monde qui le comprend. Donc, vous allez avoir, quand vous allez avoir des réunions, par exemple, sur le développement technique de Bitcoin, bah, vous allez avoir des amphis avec 200 personnes. C'est pas une personne. Maintenant, c'est pas non plus 6 000 personnes, c'est pas 10 000 personnes, pas 100 000 personnes. C'est des gens qui comprennent le code vraiment, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça reste en quelque sorte centralisé. Mais en fait, c'est plus le système qui est vicié parce que, bah, évidemment, tout le monde ne peut pas devenir codeur du jour au lendemain et comprendre le code, que parce qu'il y a une institution qui chapeaute. Officiellement et même officieusement, il n'y a rien qui chapeaute. Maintenant, dans les décisions de développement, on peut très bien se dire qu'il y a des jeux d'influence. Moi, je suis développeur Bitcoin, je suis un des seuls qui connaît, je ne suis pas, mais j'en fais genre, je connais le code, je dis aux gens qu'il faut aller dans cette direction-là parce que c'est pour leur bien. Bon, les gens ils me croient. En fait, je viens de changer le code pour dire maintenant tous les bitcoins vont à mon adresse. Ça peut être ça. Maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas le pouvoir de décision, ils ont le pouvoir de suggestion. Parce que pour changer quoi que ce soit dans Bitcoin, je retourne au fait qu'il faut que tous les deux soient d'accord. C'est de l'open source? Ouais. Pour Bitcoin, pour les blockchains privées, donc ça dépend. Donc je vais faire un tour sur les cas d'usage, ça permet généralement de mieux comprendre l'utilité de la blockchain, parce que pour l'instant c'est une base de données distribuée, ouais, chouette, mais on ne peut rien en faire. 3 types de cas d'usage aujourd'hui, qui ont pour particularité, en tout cas appréciable, de représenter 3 types d'applications, mais aussi 3 différents termes, pour termes moyen de temps. Les transactions, premier cas d'usage. On va voir tout de suite un exemple, il me semble, oui. Le principe des transactions, c'est que maintenant vous pouvez échanger tout ce qui est numérique beaucoup moins cher, beaucoup plus rapidement, sans passer par un intermédiaire. Deuxième type de cas d'usage, le registre. Je vous ai parlé d'une chaîne de transactions, d'une chaîne de blocs, donc, où on peut tracer tout ce qui se passe. Évidemment, pour tout ce qui est supply chain, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Parce que bah, vous savez précisément, tel jour, telle heure, où était tel produit et tel service. Et les smart contracts, ça c'est encore quelque chose qui vient se greffer dessus, qui a beaucoup de potentiel, mais qui est à l'état extrêmement expérimental aujourd'hui. Le principe étant que, alors c'est ni smart ni un contract, mais c'est les joies du marketing, c'est en fait un programme que vous mettez sur la blockchain. L'intérêt c'est qu'une fois qu'il est mis sur la blockchain, il n'est pas sur un serveur centralisé, et que donc vous n'avez pas à faire confiance à Facebook pour exécuter le programme, ou à Google pour etc. Ce qui veut dire que le programme est exécuté chez tout le monde, et que vous pouvez donc, par exemple, vous retrouver avec des contrats d'assurance,
complètement décentralisé. Vous n'avez pas besoin de cette compagnie d'assurance. Vous mettez vous-même dans un contrat qui ne suit que du code. Et tant que vous savez lire le code, et ben vous savez qu'il s'exécutera et que personne ne pourra le changer. Mais on verra juste là. Premier exemple, transfert d'actifs. Alors l'exemple vraiment de base, c'est Bitcoin. On revient au début. Je vous ai fait une comparaison très rapide entre Bitcoin et Western Union. Sur le marché des remittances, c'est 500 milliards par an à peu près. Frais de transaction, 7 centimes. C'est pour supporter les frais du réseau et payer les mineurs. 10% en moyenne. J'ai regardé par exemple sur Western Union, si vous voulez envoyer de l'argent au Japon, 10%, 3-4 jours, 7 centimes, 10 minutes. Voilà. Je pense que la démonstration est assez éloquente. Si vous envoyez de l'argent en Bitcoin, souvent le marché des remittances, c'est avec les clichés, le Philippin aux États-Unis qui renvoie de l'argent à sa famille, etc. Bah, s'il passe par Western Union, il renvoie 1000 $, et puis la famille elle en reçoit 900 dans le meilleur des cas. S'il passe par Bitcoin, la famille elle reçoit 999,93. Et ça prend 10 minutes. Donc les mineurs, ils sont rémunérés 2 fois. Les mineurs, ils ont 2 types de rémunération. Ils ont la rémunération de création monétaire, et lorsqu'ils font leur choix de bloc, quand ils décident de quelles transactions ils vont mettre dans les blocs, ils vont prendre les plus intéressants. Et donc, moi, si je veux envoyer une transaction sur le réseau Bitcoin et que je veux qu'elle passe dans le prochain bloc, je dois inciter les Bitcoins à choisir ma transaction. Donc, je vais adjoindre des frais de transaction. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 7 centimes. Donc, ça, c'est vraiment sur une moyenne sur 2 semaines. Maintenant, sur le développement de Bitcoin, on verra tout à l'heure, comme la rémunération de création monétaire divisée par 2 tous les 4 ans, est-ce que ça ne va pas monter? Est-ce que, si, ça va rester 7 centimes, mais ça va être en Bitcoin, et on s'en fout, 7 centimes, ça va être beaucoup. Là c'est boule de cristal. Donc, je ne peux pas répondre, mais aujourd'hui, c'est 7 centimes, en tout cas. Et 10 minutes. Donc, oui. C'est 7 centimes D'euros. Non, 7 centimes de Bitcoin, ça me aussi cher. Le Bitcoin est divisible en un millionième. Donc, vous pouvez aller jusqu'au millionième de Bitcoin, ça s'appelle un Satoshi. Remarquez la référence au créateur. Et aujourd'hui, un Satoshi, ça vaut pas grand-chose. Par contre, un centime de Bitcoin, ça vaut un peu d'argent. Donc, ça c'était mon exemple du coup sur les transactions. Maintenant, comme je voulais garder quand même un temps pour les questions, je vais passer très rapidement sur les 2 autres cas d'usage. Il y a plein de firmes comme ça qui se mettent sur la blockchain. Je vais passer un peu de temps sur Insurrect et Everledger. Mais d'abord, je vais vous présenter un peu tout ce qu'ils font. Scribe, par exemple, vous permet de certifier vos œuvres d'art sur la blockchain. Vous enregistrez que ce soit un poème, une œuvre d'art, ou n'importe quoi. Et une fois que vous l'avez certifié, vous pouvez tracer les droits d'auteur, tracer la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Cinereo, c'est Facebook, mais c'est vous qui contrôlez vos données. Ça, c'est pas mal aussi. Sésame vous fait des points de fidélité, donc en actifs numériques que vous pouvez envoyer partout, très rapidement. Donc ça, évidemment, pour les grands magasins, ça peut être assez utile. Wikip, ça va être de l'assurance en peer-to-peer. Après, Legis, c'est de la certification et de la traçabilité de données. Storage, ça va être du cloud décentralisé. Donc vous ne stockez plus chez Microsoft, vous stockez chez plein de monde. Mais je vais m'arrêter sur Insurrect et Everledger, qui sont 2 cas très typiques des fameux 2 autres cas registres de smart contract que je vous présentais. Everledger d'abord, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la traçabilité de diamants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont remarqué que dans le cas des diamants, la fraude c'était quelques milliards par an, et que du coup il y avait un problème parce que personne n'avait de registre de ce qui se passait dans le diamant. Pourquoi? Parce que globalement il faut mettre tout le monde d'accord, les diamantiers, les mineurs, enfin les mineurs, les vrais pour le coup, sur qui détient un registre. Et en fait, il y a un problème politique, c'est qu'ils sont d'accord pour tenir un registre, mais ils sont aussi tous d'accord pour le détenir chez eux. Donc évidemment, ça ne se fait pas. Everledger, ils arrivent et ils disent, au lieu de dire que quelqu'un va le détenir, personne ne va le détenir, ce registre. Ce registre, ça va être Bitcoin. Et dès que vous minez un diamant, vous allez graver au laser sur votre diamant, en extrêmement petit, un numéro de série. Ce numéro de série, je vais lui adjoindre plein de caractéristiques, la taille, le carat, l'endroit de minage, etc., etc. Et puis on met ça sur la blockchain. Et la blockchain devient un certificat de propriété qui peut s'échanger après, lorsque vous vendez votre diamant, etc. Et ce qui veut dire qu'après, quand vous allez acheter votre diamant, le vendeur doit produire le certificat, sinon il y a un doute. Donc vous savez s'il est fraudé ou pas, et donc votre diamant, in fine, si vous essayez de le casser, si vous rayez le numéro de série, etc., votre diamant il perd pas mal de sa valeur. Donc ça c'est un premier cas d'usage. Évidemment ça se fait avec les diamants, c'est un exemple qui est assez important parce qu'aujourd'hui ils ont vraiment réussi à mettre les diamantiers autour de la table et à mettre, je crois qu'ils ont déjà plusieurs centaines de milliers de diamants sur la blockchain. Mais ça peut se faire également avec tout ce qui est produits de luxe, avec l'électronique, les produits pharmaceutiques pour combattre la contrefaçon, etc. Insurrect, c'est un exemple de smart contract qui a été fait en 3 jours, un hackathon, pourquoi pas. Donc le principe c'est de dire, le constat, vous avez plein de gens qui partent en voyage, ils souscrivent une assurance retard sur leur vol,
Et puis 60% de ces gens qui ont souscrit une assurance de retard, leur vol est bien en retard ou annulé, mais ils ne demandent rien. Les raisons étant, bureaucratie, il faut envoyer de la paperasse, il faut justifier, bon, ça me saoule. Qu'est-ce qu'ils font Insurrect? Ils font un contrat intelligent, un smart contract qu'ils mettent sur la blockchain, donc c'est un programme vraiment tout bête qui dit, envoyez-moi de l'argent, si votre vol est en retard, vous recevez quelque chose. Et il n'y a personne pour actionner le contrat, il n'y a personne pour dire, est-ce que vrai, non, pas, etc. Donc en fait, vous allez envoyer votre argent, le contrat est connecté aux aéroports, l'aéroport envoie l'information, ce vol est en retard, et boum, vous recevez votre argent directement. Mais ça, évidemment, ça se fait sur l'assurance voyage. Moi, j'étais à un hackathon il y a 2 semaines, ça a été fait aussi sur l'assurance météo, notamment pour les paysans en Afrique du Sud, parce qu'il y a plein d'inondations et autres. Ils peuvent protéger leurs champs et savoir que s'il y a une station de météo qui envoie comme données qu'il a plu beaucoup pendant les 2 dernières semaines, ils seront remboursés. On va passer très rapidement sur les enjeux limites, parce qu'il faut se garder du temps pour les échanges, évidemment. Moi, j'en vois 3 majeurs. Un qu'on a déjà commencé à aborder avec les questions, la scalabilité. Notamment sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on a déjà vu quelques propriétés intéressantes. La limite de la taille des blocs. 10 minutes pour valider les blocs. Déjà, vous couplez les deux. Vous voyez que je vous avais dit qu'il ne fallait pas le prendre comme un système de paiement. Parce qu'un système de paiement comme Visa, ça va être 3000, 4000, 10 000 transactions par seconde. Bitcoin, maximum 7. Voilà. Et si jamais le réseau est saturé, il faut mettre plus de frais de transaction pour passer, justement. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. C'est que la scalabilité, aujourd'hui, comment on fait pour que ça devienne, entre guillemets, mainstream, si de toute façon, on ne peut pas faire passer nos transactions comme réseau? Alors ça, il y a plein de... On ne va pas s'éterniser dessus, mais il y a des solutions qui sont proposées. Augmenter la taille des blocs, réduire le temps de confirmation. D'autres solutions qu'on appelle off-chain, par exemple, de créer des channels de paiement entre 2 personnes pour qu'ils puissent s'échanger plein de micro-transactions et après faire leur settlement sur la blockchain. Ça évite de tout mettre sur la blockchain. Ce genre de choses. Mais le problème, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'institution qui chapeaute, tout changement sur Bitcoin, il faut que tout le monde accepte. Donc, ce problème-là, il est là depuis 2 ans. Tout le monde est d'accord pour proposer une solution, mais personne n'est d'accord sur la solution. Donc, le problème est pour eux. Le deuxième problème, c'est la user value ou l'user experience. De manière générale, aujourd'hui, si vous voulez utiliser Bitcoin, pour l'instant, je vous l'ai très bien vendu. Vous pouvez envoyer de l'argent aux Philippines, ça vous coûte 7 centimes, ça prend 10 minutes, etc. Oui, mais enfin, il faut quand même ouvrir un wallet Bitcoin, faire 1 heure de formation pour comprendre dans quoi je mets les pieds, utiliser de la cryptographie sans savoir ce que c'est, avoir une clé privée. Je ne vous ai pas dit, la clé privée, c'est le mot de passe de votre wallet Bitcoin. Si vous la perdez, vous avez tout perdu. Il n'y a pas de mot de passe oublié, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc vous avez tout perdu. Voilà, donc là, ça devient un peu moins sexy dans ce coup. Vous préférez garder votre argent tranquillement à la banque et avoir un mot de passe oublié. Ça, c'est un problème de la blockchain. C'est qu'en fait, la blockchain part du principe que vous faites confiance à personne, donc vous êtes responsable de tout. Ça veut aussi dire que vous êtes responsable de votre mot de passe, de savoir ce que vous faites, de comprendre le code, etc. etc. Donc, par exemple, un mot qui tourne très souvent dans la communauté, c'est le fameux SFYL, sorry for your loss. C'est quand vous avez perdu vos bitcoins, sorry for your loss. Voilà, merci, au revoir. Donc ça, c'est un problème. Les startups sont très généralement, justement, aujourd'hui en train d'essayer de résoudre ce problème en créant des interfaces, en masquant la complexité, en disant ne vous inquiétez pas, on assume le risque. Ce genre de choses. Il y a des startups, par exemple, sur le transfert de remittance, qui vont proposer le service en Bitcoin. Évidemment, ils ne disent jamais qu'ils font du Bitcoin. Ils disent, vous inquiétez pas, ça passe par nous. On ne prend pas 10%, on prend que 1 ou 2%. Et puis eux, vraiment, ils espèrent très très fort que pendant le moment où la transaction passe, le risque qu'ils sont en train d'assumer, il est bon, quoi. Le Bitcoin ne va pas se cracher dans les 10 minutes, etc. Donc il y a des startups qui se positionnent sur ce genre de business model, ou des grosses boîtes, on a Microsoft et IBM notamment. IBM fait son propre protocole de blockchain privé, qui vont essayer de mettre un peu partout. Et Microsoft se sont mis sur une autre blockchain qu'on appelle Ethereum, qui permet notamment les smart contracts. Donc ils essaient de constituer un réseau de développement. Et le troisième problème, c'est la régulation. Et oui, car le régulateur, il est toujours sur Uber. Et pendant ce temps-là, vous avez ce qu'on appelle la blockchain, avec des contrats intelligents, avec des codes qui s'auto-exécutent, des règles qui s'exécutent a priori, ce genre de choses. Même le Bitcoin, on ne sait toujours pas si c'est une monnaie ou un actif, la loi elle n'en sait rien. Enfin si la loi elle en sait quelque chose, la France dit que c'est une monnaie et l'Europe un actif. Du coup on ne sait pas. Est-ce qu'on met la TVA, le anti-money laundering, on verra. Il y a des pays où c'est encore plus drôle, genre les États-Unis, où vu qu'il y a 50 États, chaque État fait ce qu'il veut. Donc par exemple, si vous utilisez Bitcoin au Texas, très bien, c'est libertarien, c'est cool Bitcoin. Par contre, si vous allez à New York, vous voulez utiliser Bitcoin, il va falloir payer une licence de 15 000 $ à la mairie. Voilà. Donc c'est différents États comme ça. Et puis il y a d'autres pays où c'est moins drôle. Vous utilisez Bitcoin, vous allez en prison, tout simplement. Donc la Chine, la Russie, la Bolivie, ce genre de choses.
Donc, pourquoi c'est un problème de la régulation? Parce que personne ne comprend ce que c'est. On est en train de parler de quelque chose qui est une suite de 0 et 1, hébergée chez plusieurs personnes, donc qui est responsable. On ne sait pas si c'est un actif, on ne sait pas si c'est une monnaie, on ne sait rien. Et aujourd'hui, on est en train de commencer déjà à travailler dessus. Donc globalement, le régulateur, il est pareil, il est dépassé, parce que le temps de la régulation n'est pas le même que le temps de l'innovation. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des initiatives au Parlement, à la Commission européenne, sur la chose, pour comprendre ce que c'est. Mais évidemment, un exemple que je prends très souvent, par exemple sur les smart contracts, vous avez par exemple, vous mettez un morceau de musique sur un smart contract, le contrat est dit, donnez-moi 1 €, je vous donne ce morceau de musique, très bien, j'envoie 1 €, je reçois le morceau de musique, et si le morceau de musique il est volé, qui est le responsable? Celui qui a créé le smart contract, celui qui paye le smart contract, le mineur qui fait tourner le réseau, ça peut être plein de gens, mais on ne sait pas. Voilà. Donc ça c'est le problème aujourd'hui. Ça c'est moi, je vais vous poser tout de suite les 2 questions qui vous permettent de remporter. Alexandre, on peut peut-être prendre 2 minutes, on essaye modestement de faire un test blockchain, je propose que Ouais. nous en parle un petit peu. Tu puisses Pas de soucis. Bonjour. Je vais pas rien parce que je vais pas de micro, c'est parfait. Donc, je suis Bouygues Immobilier, auprès de questions. La blockchain, comme beaucoup de gens ici, on est vraiment. Certaines idéologies, notamment indépendance, libertarianisme, etc. Donc dans cet écosystème-là, vous allez retrouver beaucoup de gens qui sont en freelance, parce qu'ils ne veulent pas être sous la coupe de qui que ce soit, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'il y a un blockchain qui serait pour remplacer Airbnb par exemple? Ça, c'est une des volontés d'une startup que je n'ai pas mise, mais qui s'appelle Slowkit. Il développe des prototypes effectivement de serrures intelligentes. Donc la serrure en tant que telle, bon, je vais simplifier, mais la serrure devrait héberger une base de données de la blockchain, et vous après vous pouvez réserver l'appartement sans passer par un intermédiaire, parce que vous discutez avec les serrures en réalité. Donc ça, ils ont déjà un prototype qui marche, mais il faut qu'ils construisent toute l'expérience autour, parce qu'évidemment, très bien, je rentre dans l'appartement, je fais n'importe quoi et je m'en vais. Qui est responsable? Est-ce qu'il n'y a pas une société d'assurance? Donc là, ils construisent en ce moment tout le truc autour. Mais à terme, je pense pas tout de suite, on peut avoir une sorte de Airbnb sans Airbnb. Mais voilà, ça c'est encore une fois, c'est du Uberisé, Airbnb, machin, vous allez retrouver partout dans les médias. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Il faut vraiment, pour l'instant, ce qui marche, c'est beaucoup plus basique. C'est des transactions, ça va être de la certification d'actifs, ça va être. C'est pas encore vraiment Uberisé. Sinon, dans chaque nœud, tout l'historique des transactions est archivé, codé, crypté. Alors j'avais lu, je crois, un truc qui expliquait qu'avec des ordinateurs de très grande puissance de calcul, des ordinateurs quantiques par exemple, on pourrait faire décrypter ça et rendre tout public. Mais les informations, en réalité, les informations sur les nœuds sont transparentes. Maintenant, ce qui n'est pas transparent, c'est l'identité des gens et ce qui se passe. Ça pourrait sortir. Techniquement, non. Le seul risque des ordinateurs quantiques, c'est sur le minage. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui arrive avec un ordinateur quantique qui fait 300 fois la taille du réseau, effectivement, ça devient compliqué parce qu'il valide tous les blocs qu'il veut. Mais en réalité, c'est un semi-problème parce que lorsque l'ordinateur quantique arrive, soit il y a plusieurs gens qui vont l'avoir, après ça va se rééquilibrer à une très très forte puissance de calcul, soit quand ça arrive et que c'est centralisé chez quelqu'un, on peut très bien, avec consensus, modifier le code pour dire, eh bien, c'est sur un algorithme qui n'est pas sensible à la puissance de calcul, etc. Ça existe aujourd'hui, les algorithmes de cryptage, c'est les SHA, le SHA 226, pour ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais globalement, ce ne sont pas des algorithmes qui sont, ce ne sont pas des méthodes de cryptage qui sont sensibles au fait que si vous rajoutez beaucoup de puissance de calcul, vous prenez tout le contrôle. Ça va être logarithmique dans le sens où vous avez après une certaine puissance de calcul, vous aurez beau rajouter 3 fois la puissance de calcul, vous gagnez un petit peu, mais pas trop. Donc c'est un semi-problème, dans le sens où oui, effectivement, si vous avez beaucoup de puissance de calcul, c'est un problème, mais en réalité, le réseau est résilient parce qu'il y a la communauté, parce qu'il y a le consensus, parce que plein de choses. Mais encore une fois, là, c'est de la boule de cristal un petit peu. Le stockage, c'est un problème. Le stockage est un des problèmes. Si on revoit la scalabilité, ça fait partie des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain Bitcoin, par exemple, c'est déjà 80 ou 90 gigas. Donc vous avez de moins en moins de particuliers qui vont se mettre à stocker 90 gigas de transactions sur leur ordinateur. Donc ça, il y a encore une fois, il y a des solutions techniques qui sont envisagées. Ethereum, par exemple, envisage ce qu'on appelle le sharding, c'est-à-dire de diviser le réseau en petits bouts qui vont stocker une partie de la blockchain pour réduire l'espace nécessaire. Ou bien, je ne sais pas, d'avoir il y a un autre truc qui s'appelle le Severity Witness, qui va permettre de séparer les signatures des transactions elles-mêmes et donc de réduire la taille des blocs, ce genre de choses. Mais là, c'est très expérimental. Donc aujourd'hui, le problème de scalabilité, c'est transactions par seconde et taille du fichier à héberger. Parce qu'évidemment, si ça commence à dépasser 100-120 gigas, il va y avoir plus des entreprises qui vont pouvoir héberger la blockchain. Oui. Comment ils comptent régulier par rapport au marché noir?
Le Bitcoin, c'est utilisé énormément pour le marché noir, enfin, dans le cas du marché noir, avec la vente d'armes. Eh ben non, pas du tout. Ça, c'est effectivement ce qui se dit, mais si on revient au principe de Bitcoin, c'est une monnaie qui est traçable. Donc c'est bien la dernière monnaie que vous avez envie d'utiliser. Oui, mais si les gens sont anonymes. Ils sont pseudonymes, donc c'est pas complètement anonyme. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je reviens, une chose dont on a beaucoup entendu parler, Silk Road. Silk Road, c'était une plateforme où vous pouviez acheter drogue, armes, machin en Bitcoin. Au départ, tout le monde s'en fiche un peu, c'est un truc, voilà, bon, très bien, on achète de la drogue, mais on achète aussi de la drogue à Amsterdam. Et puis ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Bon, bah, le FBI a dit, je vais mettre 2 personnes sur le truc, ils ont tracé toutes les transactions, sont remontés aux premières, ils ont vu les personnes, vous êtes les responsables, ils ont fait oui, d'accord, et puis finalement c'est fermé. Le Bitcoin, le principe de Bitcoin, c'est que toutes les transactions sont traçables. La pseudonymité n'est que théorique, parce qu'en réalité, nécessairement, à un moment donné, vous allez laisser une trace. C'est pas nécessairement dans le sens où si vous ouvrez 15 navigateurs différents, vous mettez Tor, vous mettez etc., oui, vous pouvez rester anonyme, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Nécessairement, il y a un moment donné où vous avez laissé une trace sur un site qui vous permet de tracer un truc, qui vous permet. Et donc, Silk Road est l'exemple parfait de le FBI a fait, oh là là, ça commence à devenir embêtant ce truc, on va mettre 2 personnes dessus. En 5 mois, c'était fermé. Et pour revenir au discours de base, c'est quelque chose qui est effectivement très répandu. Bitcoin sert à financer le terrorisme. Je rappelle que Daesh se finance en dollars. On n'interdit pas le dollar. Même chose, les terroristes à Paris, c'était du crédit à la consommation tout bête, hein, c'était pas des bitcoins. Donc, pour autant, on n'interdit pas les euros, on n'interdit pas les dollars. Le bitcoin, ça va être le support d'une transaction, ça va être la monnaie, intrinsèquement, c'est ni bien ni mal. Et en réalité, je suis en train d'écrire d'ailleurs un speech à ce sujet-là, si vous revenez sur l'histoire de la monnaie, ça devient assez inquiétant, et ce qui s'est passé en Inde récemment le prouve de manière assez éloquente, mais il y a d'autres exemples, hein, la Grèce où vous ne pouvez plus retirer de l'argent à la banque parce que, bah, pourquoi pas, Chypre où au-dessus de 100 000 euros, bah, désolé, ça vous appartient plus, ça nous appartient parce qu'on a des dettes. Ce genre de choses qui en réalité est symptomatique de la disparition du cash qui en fait était le seul bastion de vie privée que vous aviez encore sur votre monnaie. Bitcoin, en réalité, est censé rapporter ça. Il est censé dire, moi je vous permets de faire du cash numérique, donc dématérialisé, donc pratique, etc. Mais c'est pas contrôlé, vous n'êtes pas tracé, vous avez une vie privée. Donc, ce serait un peu comme dire dans une entreprise, remarque, ça se fait beaucoup, vous avez 99% de gens qui travaillent très très bien, mais il y a 1% de gens qui sont un peu tir au flanc, du coup on va mettre une organisation pour juste traquer ces 1%, et en fait vous allez embêter tout le monde. Ça s'appelle l'administration. C'est un peu la même chose. Limiter Bitcoin à dire que c'est le terrorisme, les armes, la drogue, en réalité, ça va être 0,05% des transactions. Et si vous commencez à réguler en disant non, mais du coup on va tout fermer parce que ça finance le terrorisme, vous venez d'embêter les 99% autres. Donc voilà, ça fait partie des questions de régulation, parce qu'effectivement on n'a pas non plus envie que ça finance le terrorisme, mais il faut mettre ça en perspective, se dire bah, le dollar qui finance la drogue, à mon avis, c'est plus que 0,05%. Est-ce qu'on interdit le dollar? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Et de toute façon, en fait, l'argument principal des bitcoiners, c'est très bien, vous voulez interdire le bitcoin, bah allez-y. Vous pouvez pas. Donc, c'est comme si vous disiez HTTP c'est mal, je vais interdire HTTP. Bah oui, mais ils s'en fichent HTTP, il fonctionne. Là, c'est un peu la même chose. Donc, vous avez, ça marche. Voilà. Peut-être avant de passer à tes questions, je pense qu'il va falloir que tu élèves le niveau d'ailleurs. On a quelques startups Voilà, qui sont présentées. Et on verra ensuite sur les startups. Donc, je vais demander au coach, Adrien, de la startup de la présenter rapidement. Ça va me permettre de penser à une question. Je vous présente un autre sujet qui a beaucoup de valeur aussi pour nos clients, c'est donc le soleil. Et donc je vais appeler la startup Solène à venir présenter ce qu'ils vont faire avec nos équipes de Nanterre qui ont choisi de tester leur technologie sur une résidence. Je te laisse prendre le micro. C'est-à-dire qu'ils ont gagné Rent. Et la semaine dernière, ils étaient au salon Rent, il y avait 35 startups en lice pour le prix, et je crois qu'ils nous l'ont ramené pour nous montrer que c'est bien eux qui ont eu. On s'en suit. Et on a signé avant que vous ayez le prix. Oui, évidemment. Bonjour à toutes et à tous, avec Geoffroy et Clément, et avec Geoffroy, on est 2 des 4 cofondateurs de Solène. Donc Solène, c'est déjà une startup innovante, maintenant on en a la preuve, et très prometteuse en tout cas, on l'espère. Donc à la base, Solène, c'est avant tout une technologie qu'on a développée et qui est opérationnelle aujourd'hui. D'ailleurs, le prix d'innovation vient récompenser un an de développement aujourd'hui. Donc cette technologie, elle permet à partir d'une simple photo que vous allez prendre avec votre téléphone portable, on va être capable en fait de quantifier et de valoriser l'ensoleillement et la luminosité
de l'endroit où vous avez pris la photo pour tous les jours de l'année. En gros, c'est un algorithme assez complexe qui compile plusieurs sciences, de l'astrophysique, de l'optique et du traitement d'image. Et l'idée, c'est de pouvoir, à partir d'une prise de mesure à un instant T, simuler l'ensoleillement et la luminosité de l'environnement autour de vous. Donc là, la question que vous êtes en train de vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de quantifier l'ensoleillement et la luminosité? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensoleillement, le soleil notamment, a de nombreuses vertus et bienfaits sur la santé. C'est une des seules sources de vitamine D naturelle. C'est source de bonne humeur, de bien-être. Et de récentes études ont aussi prouvé que ça pouvait booster la productivité au travail, notamment. Voilà. Tout ça pour dire en fait que aujourd'hui, quand vous allez vouloir louer ou acheter un appartement, c'est le 3e critère de choix avant de faire cet investissement, après le prix et la localisation géographique. Et sur le marché, il n'y a aucune solution qui permet de quantifier et de valoriser ces deux critères prépondérants et primordiaux. Et du coup, c'est là qu'on a développé Solen.imo. Donc concrètement, c'est une application smartphone qui est disponible sur Android aujourd'hui et bientôt sur iOS, et qui est à destination de tous les professionnels de l'immobilier et qui permet à partir d'un protocole très simple, donc une photo par fenêtre que va faire l'agent immobilier pendant la visite, qui permet de générer un certificat d'ensoleillement et de luminosité, et qui reprend toutes ces informations et qui permet en fait de proposer à un prospect, un potentiel acquéreur, donc de l'accompagner au mieux sur l'achat d'un appartement ou d'une maison. Aussi bien pour comparer les deux biens immobiliers entre eux, mais aussi pour se projeter sur une autre période de l'année, par exemple. Donc aujourd'hui, en fait, nous on travaille avec deux grands types d'acteurs. Historiquement, on travaille avec des grands réseaux d'agences, qui sont Pili, Foncière, vous les connaissez. Et là, notre modèle économique, c'est un modèle SaaS, où l'application est gratuite, on se rémunère sur chaque certificat généré. Donc on va lancer très prochainement, d'ailleurs, suite à la réussite du Salmrent, un abonnement illimité qui permettra à chacun de faire un prix fixé par mois, autant de certificats qu'il le souhaite. On travaille depuis très récemment et on remercie notamment l'immobilier, son service innovation et Urbanera sur des problématiques liées plutôt à la promotion immobilière, donc sur du neuf. Où là, en fait, on est sur un projet pilote à long terme notamment, où on accompagne en fait le vendeur en cellule de vente sur cette problématique-là avec nos certificats d'ensoleillement et de luminosité. En fait, on lui permet de lever l'incertitude, les questions que se posent aujourd'hui les prospects, les potentiels acquéreurs sur l'ensoleillement et la luminosité. Là, effectivement, on est d'autant plus pertinent que, à l'inverse d'un agent immobilier, le vendeur va pouvoir dire voilà, on prend les clés, on va visiter. Et du coup, l'idée, c'est de proposer cette solution-là pour mieux se projeter justement dans le bien dans lequel il va investir. L'achat d'une maison, d'un appartement, vous le savez mieux que moi, c'est vraiment l'achat d'une vie. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces gens-là sur ces problématiques-là. Et donc voilà, c'est une technologie en tout cas qui nous plaît beaucoup et on peut imaginer même au-delà même de l'immobilier beaucoup de domaines d'application différents. Déjà on va essayer de travailler avec des foncières prochainement et sur d'autres domaines on peut imaginer la mesure de l'ensoleillement et de la luminosité est pertinente dans plein de secteurs d'activité, sur l'agriculture, sur le sport, sur la santé, forcément tout à l'heure. Donc voilà plein de belles opportunités qui s'ouvrent à nous et du coup c'est prix va récompenser un an de travail et c'est un beau label, un beau tremplin pour la phase de commercialisation qui va s'intensifier dans les semaines à venir. Et du coup, on remercie particulièrement Bougimo qui a cru en nous bien avant le but, c'est vrai. Vous avez des questions? Oui, bien sûr. Donc, pour le survey, je comprends qu'il faut une photo de chaque fenêtre pour un existant. Ça, c'est sur l'existant. Pour le neuf, vous faites comment? Pour le neuf, en fait, on récupère la modélisation 3D des bâtiments que vous concevez. Donc là, on travaille avec le bureau d'études thermiques. Et là, en fait, on va faire des tirs de rayons. On a adapté notre algorithme, on l'a fait sur mesure d'ailleurs quand Adrien nous a contacté. Justement, on va faire des tirs de rayons, on va remodéliser la trajectoire du soleil autour du bâtiment et on va faire des tirs de rayons sur les ouvertures pour justement remodéliser dans le détail l'ensoleillement et la luminosité pièce par pièce sur chacun de l'autre qui nous met en l'air. Donc là, on le fait sur 34 inventaires. Et puis l'idée, c'est de le faire un peu, un petit peu de test à l'heure, on va le faire sur un projet pilote. En privé de marché, il y a des endroits, c'est en Pologne par exemple pour les filiales. Pour avoir un permis de construire, il faut prouver qu'au moins 2 heures dans l'aliment, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bière, au jour, tout le temps l'année, pour tous les jours. D'ailleurs, je vous demande de faire un petit appel à contact. En fait, au Portugal, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle loi qui vient de passer où ils vont taxer en fait l'ensoleillement et la luminosité des biens immobiliers. C'est une très bonne date du Moyen-Âge, mais qui vient d'être remise devant la scène aujourd'hui. Et on cherche notamment un contact à l'ambassade ou au gouvernement portugais pour proposer
changer notre solution, parce qu'on se demande bien comment ils vont mesurer l'ensoleillement et la luminosité. Donc, on peut essayer de sur ce marché-là. Mais effectivement, je ne savais pas que c'était en Pologne. Voilà, c'est pour les permis. C'est sur du logement en Pologne? Oui, oui. On ne peut pas avoir un permis de logement si on ne prouve pas qu'on a une procédure d'ensoleillement. Voilà, soleil, de lumière. Parce qu'il n'y a pas de jour de soleil en Pologne. Merci. Merci à vous. La question, Alexandre, des questions? Oui, une question, parce que j'ai déjà un gagnant là-bas. Alors, il faut lever la main. Je rappelle les règles. Quel est le temps de validation d'un bloc sur Bitcoin? 10 minutes. Nous avons donc un gagnant. Ouais. Merci Alexandre, en attendant de transformer Nextdoor via des blockchains avec tous les contrats et le reste. On va mettre ta DSI dessus. Je vous rappelle les prochains meet-up. On a ce vendredi Hervé Cabla qui intervient à Cœur Défense. Donc pour les clients qui sont ici, pas de problème, ça sera diffusé en live dans l'espace d'accueil aussi. Vous pouvez aussi suivre la conférence sur YouTube. Donc ça, c'est ce vendredi 18. On a un deuxième intervenant le 28 novembre, Nicolas Conin, le fondateur du fonds d'investissement The Family, qui viendra intervenir aussi. Voilà. Je vous invite à prendre un petit cocktail. Alexandre va rester peut-être un petit peu avec nous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci.